Et hop, c'est parti pour ce point Actu Hardware du mardi 23 février 2021. Aujourd'hui, au programme, la suite de la bataille entre Epic Games et Apple, avec l'arrivée de quelqu'un qui avait rien demandé, Valve, qui se fait aspirer dans cette histoire. Pas de chance. On va avoir pas mal de news qui concernent les activités d'Elon Musk. Première news sur le Tesla et le solaire, avec ces toits solaires qui devraient débarquer en Europe cette année. On ne sait pas quand, on ne sait pas pour combien non plus, mais c'est un projet qui est plutôt sympa, plutôt intéressant et vraiment différent de ce qui se fait actuellement pour le grand public. On aura ensuite une petite news sur Tesla et le Bitcoin. Bon, bah ça, ils ont fait de l'argent, vous imaginez bien. Et la dernière news sur Elon Musk, c'est par rapport à Starlink, qui, en plus de bientôt débarquer en France, bientôt cette année, quoi, ils annoncent des hausses de débit et des baisses de latence. Donc un peu ce que tout le monde voudrait. Actuellement, c'est sympa, mais les débits restent assez moindres et les latences, le ping est assez élevé, ce qui pose des problèmes notamment pour des applicatifs en temps réel, sans parler du jeu vidéo bien sûr, mais même d'autres applicatifs en temps réel, ça pose des problèmes. On va avoir ensuite deux news sur la PS5 avec d'abord une news avec Jim Ryan qui est le patron de la PS5 qui s'exprime sur les ventes et sur l'approvisionnement. Tout va pas être réglé, mais il parle, c'est déjà bien. Il faut au moins en parler, même si on n'a pas vraiment de solution à donner. Il faut, il faut expliquer aux gens ce qui se passe, c'est important je pense. Moi c'est mon point de vue en tout cas, que dans tous les cas il faut expliquer. Même si ça va pas bien, il faut expliquer pourquoi ça va pas bien et ce qu'on essaye de faire pour que ça se passe mieux. Mais bon, parfois ils oublient. Et ensuite on parlera du VR sur la PS5. Ils commencent tout juste à en parler. C'est pas pour tout de suite, mais ils y travaillent et donc ils n'ont pas abandonné l'idée. Comme quoi tout le monde s'accroche encore à la VR, même si ça fait longtemps qu'on y travaille et que ça a du mal à vraiment percer sur le marché du jeu vidéo. Mais ça reste toujours prometteur et les applicatifs potentiels sont quasi infinis. On continuera avec deux news sur Intel. Intel qui va d'abord... alors on ne sait pas si c'est fait exprès ou pas, on imagine que oui tout de même. On voit des tests d'un i7 11e génération. Mais pas forcément les versions les plus haut de gamme. Donc ça reste à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas il serait au niveau de la concurrence, ce qui est assez impressionnant. Toxic. Donc première news plutôt sympa et deuxième news aussi plutôt sympa parce que là, au lieu de parler de la 11e, on parle déjà de la 12e avec potentiellement déjà des petites infos sur ce qu'on aura, sur le potentiel que ça a. Et c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Ça sera normalement, que ce soit chez Intel ou AMD, des vraies générations de rupture où on aura vraiment des trucs nouveaux et des trucs qui changent. On espère que au niveau performance, on sera aussi sur des bons changements. Et on finira avec des petites news sur des cartes graphiques Nvidia. Alors d'abord une 3060 avec 6 Go de mémoire dédiée, on en reparle. Et ensuite la 3090, la plus chère que j'ai jamais vue. Elle est bien sûr non disponible. Elle est achetable en euros, mais vous verrez, hein, vous n'avez pas envie de l'acheter. Je pense pas. Et petite news insolite sur la fin, vous verrez, régalade infinie cette news, mais vous l'avez peut-être déjà entendu. On va pouvoir commencer
tout de suite. Oula, j'ai perdu mes notes, pardon. On va pouvoir commencer tout de suite avec la première news du jour. On en a déjà parlé plusieurs fois de cette guéguerre qui date de l'été dernier entre Epic Games et Apple qui se mettent des bâtons dans les roues à l'infini. On a vu que Epic Games était revenu à la charge en sollicitant les instances de régulation des marchés parce qu'ils jugeaient que Apple avait une position de monopole et exerçait son monopole pour avoir enfin de manière jugée déloyale et donc voilà, c'est la guéguerre. Euh, En vrai, ça n'a toujours pas bougé. Ça fait quelques semaines qu'on en a parlé déjà. En vrai, ça n'a pas vraiment bougé. Juste, on a un nouvel acteur. Bien sûr, la justice n'a toujours pas tranché, hein. Ça va prendre énormément de temps. Vous imaginez bien, c'est la justice, quoi. Peu importe le pays, hein, c'est des choses qui prennent du temps et qui sont, qui sont habituellement en plus renvoyées plusieurs fois en appel, tout ça. Donc on n'est pas prêt d'avoir une fin. En tout cas, on ne sait pas trop comment, mais Apple a joué un petit, un beau petit move. Ils ont demandé, enfin ils n'ont pas vraiment demandé, ils ont, alors c'est quoi? C'est assigné à comparaître Valve par rapport à sa plateforme Steam et ils leur ont demandé énormément de données sur les 6 dernières années. Mais bon, vous imaginez bien ce que représente la plateforme Steam et de toutes les données que ça peut engendrer. Ils veulent les données de vente des jeux, tout ça. Ils veulent savoir comment ça fonctionne. Tout ça pour montrer qu'en fait tout le monde fait comme Apple, enfin comme eux. Que ça soit ici Valve avec Steam ou même Epic Games avec l'Epic Game Store, tout le monde impose euh, la même, le même montant de taxes, c'est-à-dire les 30%, les fameux 30% que prennent les plateformes sur la vente des jeux. Et en fait, c'est pas nouveau. C'est ça le truc, c'est que c'est pas nouveau, ces fameux 30%. À titre d'exemple, un Twitch partner, et bah Twitch prend 30% sur ses revenus. Donc vous voyez, hein, c'est pareil. Et c'est le cas dans beaucoup de choses. Euh, Après, peut-être que la seule différence vraiment notable dans cette histoire, c'est que entre les plateformes de vente de jeux sur PC ou si moi demain par exemple j'ai beaucoup d'argent et je décide de lancer ma plateforme, je peux. Et bah la vérité c'est sur une plateforme iOS c'est pas possible vu que tout ce qui est présent sur la plateforme euh, est validé par Apple dans un premier temps. Et, euh, et donc les plateformes dans iOS n'existent pas parce que sont en permanence refusées par Apple. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette histoire qui est bien compliquée et qui va durer encore pendant plutôt longtemps, c'est que Valve, ils ont rien demandé à personne et eux, on les a signés à comparaître devant la justice américaine. On leur demande de donner 6 ans de data, parfois des trucs qu'ils n'ont pas spécialement envie de donner, parce que c'est aussi la tambouille interne, enfin c'est les données de la tambouille interne, donc c'est normal qu'ils n'aient pas forcément envie de tout dévoiler. Euh, Ils ont rien demandé et bim, ça leur tombe comme ça là, sur le coin de la tête. Pas de chance. Et en plus être pris dans ce genre d'histoire, c'est rarement un bon signe, hein. Vaut mieux s'en tenir éloigné si on n'a pas d'intérêt direct à s'y plonger. Et ici, Valve avait aucun intérêt et a toujours aucun intérêt. Eux, ils veulent juste être tranquilles. Pas de chance. En vrai, pas de chance. C'est tombé sur eux. C'est aussi parce que c'est une des plus grandes plateformes et la plateforme la plus directement concurrente de l'Epic Game Store. Euh,
Alors non, je ne pense pas qu'ils fassent la sourde oreille. Ils vont effectivement donner une partie des données, ils vont rechigner à donner beaucoup de données aussi, mais je suis pas sûr qu'on puisse faire la sourde oreille trop trop longtemps avec la justice américaine. À noter que toutes ces boîtes ont souvent beaucoup d'intérêts, soit directement aux États-Unis, soit liés aux États-Unis, notamment l'utilisation du dollar. Donc les sanctions américaines peuvent être très lourdes. Et je vois mal Valve retirer le dollar de sa plateforme. Donc ils vont comme d'hab, hein, ils vont sortir les avocats, ils vont donner ce qu'ils n'ont pas le choix et ils vont essayer de négocier pour un maximum de choses. Mais la sourde oreille, pas sûr. Je pense qu'ils vont plus rechigner que la sourde oreille. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Mais en théorie, c'est quelque chose qui est en théorie possible. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes ont des problèmes à se mettre les États-Unis à dos. C'est notamment le dollar. Le dollar, c'est problématique. Pas grand monde peut se passer du dollar. Et c'est une force. C'est une force d'avoir le dollar. Du coup, bah, affaire à suivre. Mais on va avoir du temps pour en parler. On fera un petit, petite remise à niveau tous les mois ou tous les 2 mois pour avoir les avancées. Mais imaginez le nombre d'avocats qui travaillent dessus. Sûrement tout un étage. Requis de cash. On continue avec la première news qui concerne les activités de Monsieur Musk. On commence avec Tesla, mais pas dans la voiture. On est dans le solaire. Et oui, si vous ne saviez pas, Tesla fait du solaire depuis déjà quelques temps. C'était dans un premier temps uniquement disponible aux États-Unis. Et en fait, c'est le principe des panneaux solaires. Sauf que il y a une pensée au-delà de juste poser un panneau sur votre toit. Du coup, ils se sont dit, souvent sur les toits, il y a des tuiles. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des tuiles solaires? Et c'est ce qu'ils ont fait. Pas mal. Tout ça allié avec la technologie et le savoir-faire de Tesla en matière de batterie et d'électricité, parce que c'est quand même le cœur de la voiture électrique, la batterie et la gestion de l'énergie. Du coup, c'est quand même plutôt intéressant. Ils ont déjà fait des installations aux États-Unis, mais on- ça a l'air prometteur. En vrai, ça a l'air vachement prometteur, ça a l'air vachement bien. Ça a pas l'air vraiment plus cher que l'installation de panneaux solaires, déjà, ce qui est vachement intéressant, parce que d'un point de vue visuel, on est quand même bien mieux que juste poser des panneaux solaires sur le toit. Euh, on va pas se mentir, hein, les panneaux solaires sur le toit, c'est pas spécialement beau. Après, si ça fait du bien à la planète, c'est cool, même si les panneaux solaires ont aussi des problèmes, notamment en fin de vie, mais c'est une autre histoire. Euh, L'idée d'avoir des panneaux solaires visuellement qui ne changent pas grand-chose d'une toiture classique est pas mal, surtout si le prix est raisonnable. Juste petit truc à souligner, c'est que pour l'instant, les principaux tests et installations qui ont été effectués ont été faites en Californie. La Californie qui est réputée comme un des endroits où il y a le plus de soleil par an. Donc forcément, hein, c'est comme, enfin c'est du solaire, hein. Si vous n'avez pas de soleil, ça ne marche pas. Si vous habitez à un endroit où il y a 50 jours de soleil par an, ce sera sûrement pas rentable, hein. On va pas se mentir. Mais je trouve que l'idée est bonne. En plus, ça s'appuie sur un savoir-faire qu'ils ont, hein. Clairement, vous allez avoir les batteries Tesla installées chez vous et la garantie de quelque chose d'au moins aussi efficace que juste poser des panneaux solaires sur votre toit pour un visuel quand même bien plus sympa parce que ça ressemble à un toit classique. Et oui, effectivement, les panneaux solaires, pas pour partout en France, malheureusement. Euh, mais je trouve ça stylé. Je trouve ça bien que du coup, ça arrive en Europe cette année.
même si pour l'instant on a clairement zéro date et on ne sait pas non plus combien ça coûtera exactement chez nous. Pour l'instant on a juste eu les prix quand ça a été installé aux États-Unis. Euh, on verra et on verra aussi si c'est vraiment disponible ou s'il y a trois sites tests en Europe. Mais pourquoi pas, c'est bien d'avancer, c'est bien de travailler un petit peu sur quelque chose d'innovant parce que le panneau solaire classique, ça fait longtemps qu'il existe, il pose aussi des problèmes, il est clairement pas beau, ça on peut pas, c'est utile, mais c'est pas beau. Euh, on peut trouver des compromis pour avoir quelque chose qui s'intègre bien dans le design urbain et qui rend le même service écologique et énergétique. Donc on verra, mais ça me plaît bien. On continue avec toujours Tesla. Bon, c'est une petite info, comment dire, qui attire les clics, on va dire ça comme ça, mais ça parle du Bitcoin et effectivement Tesla qui a investi pas mal d'argent en Bitcoin et maintenant ils se disent c'est vrai qu'avec l'argent qu'ils ont investi, ils ont peut-être gagné beaucoup d'argent aussi et ils auraient fait 1 milliard de dollars de profit grâce à ce qu'ils ont investi en Bitcoin. À noter qu'ils ont investi aussi beaucoup d'argent et que même si là j'ai cru voir ce matin qu'il y avait quelques cours, voire pas mal de cours en baisse, le cours du Bitcoin est assez volatile et donc n'est pas garanti, n'est pas aussi garanti que l'or par exemple où vous êtes sûr que vous retrouverez votre argent peu importe ce qui se passe dans le monde. Dans le pire des cas, ça augmentera. Donc c'est effectivement, ils ont dû faire beaucoup de profits. euh, des profits qui restent théoriques sur le papier tant que ça reste du Bitcoin. Euh, et non, remarque, maintenant on peut l'utiliser pour payer directement, donc c'est pas vraiment vrai. Mais au final, si demain il y a une chute énorme, ils auront peut-être perdu de l'argent. C'est un peu comme la bourse, hein. Ça monte et ça descend et c'est un peu le jeu. En tout cas, je me souviens plus combien ils ont investi, mais énormément. À noter aussi peut-être que il faut y penser. Ils avaient annoncé en même temps l'idée. Bon, bien sûr, c'était Elon Musk qui avait glissé ça un peu comme ça, mais ils avaient glissé l'idée de pouvoir acheter des Tesla en Bitcoin hein, quand même. Euh, du coup, euh, du coup, en même temps, s'ils veulent vendre des Tesla en Bitcoin, il vaut mieux avoir des Bitcoins. Vaut mieux, hein. Vaut mieux. C'est plus simple. Après, ils ont de l'argent hein, chez Tesla aussi, hein, ils peuvent se le permettre. Ils peuvent se permettre de perdre un peu d'argent. On continue avec la dernière news Elon Musk. Et ce coup-ci, on parle de Starlink. Starlink qui est, on le sait, bientôt disponible chez nous, enfin dans cette année, en France, qui pour l'instant a des débits plutôt moyens, hein. On parle jusqu'à 150 mégas, euh, ce qui est pas non plus énorme, hein. Euh, et surtout, problème de latence, parce que des, des latences qui peuvent atteindre les 40 millisecondes. Euh, on nous dit ça. Moi, je doute qu'on puisse vraiment beaucoup améliorer ça. On nous promet de faire beaucoup mieux avec 300 mégas de débit et à peine 20 millisecondes de latence. Ça me paraît quand même vachement compliqué. Je veux pas mettre mon grain de sel, mais ou alors c'est la latence, c'est pas la latence d'internet quoi, c'est la latence entre toi et le satellite du coup, mais je sais pas, je sais pas comment ils veulent rendre ça rapide. Je me pose la question. En tout cas, on nous promet mieux. Effectivement, 300 mégas de débit. Après, c'est toujours, enfin c'est comme souvent, c'est jusqu'à le célèbre jusqu'à. Mais 300 mégas de débit et on nous promet 20 millisecondes de ping, ce serait très intéressant. On serait sur
on serait sur juste en dessous de la fibre et, ça régalerait. Après, le problème aussi, c'est que, un peu comme du Wi-Fi, ça reste quelque chose qui est potentiellement instable et variable. Et ça, encore une fois, pour quelque chose en temps réel, ça pose plein de problèmes. Donc, à voir. À voir si c'est des promesses en l'air ou si c'est vraiment ce qu'on va avoir. Mais on nous promet ça au plus tard fin d'année. Donc, c'est audacieux. En vrai, j'attends de voir. Beaucoup de gens s'y sont essayés, hein, ce fameux Internet par satellite, depuis pas mal d'années d'ailleurs. Pour l'instant, le problème a quasiment, sans parler des problèmes de disponibilité, parce qu'il faut bien des satellites pour faire tourner le truc, euh, le problème du débit et de la latence, c'est le principal problème à une démocratisation massive pour les endroits qui sont difficiles d'accès. Clairement, si c'est pour avoir quelque chose qui, de la minute à l'autre, varie énormément, imaginez, on arrive à atteindre 300 mégas et qu'à un moment vous êtes à 300 mégas et qu'à la seconde d'après vous êtes plus qu'à 30 parce que le satellite il a bougé. Ça fait un peu mal, donc à voir comment ça se passe, si tout ça est stable, si tout ça répond aussi bien aux promesses qu'on nous dit, mais je pense qu'on va mettre quand même un peu de temps à avoir quelque chose de vraiment stable et vraiment rapide en termes de débit. Même si déjà 100 mégas c'est vachement bien. 100 mégas c'est vachement bien pour toutes les personnes qui ont uniquement de la DSL. J'imagine que 100 mégas vous signez direct. On continue avec les news PS5. Alors, première news, Jim Ryan, donc le boss de Sony Interactive Entertainment, qui s'est livré au jeu des questions-réponses avec les journalistes concernant la PS5, la sortie, les chiffres, et aussi un tout petit peu la disponibilité, même s'il a quasiment botté en touche, tel un bon américain. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en vrai, on va synthétiser, parce qu'en vrai, il dit pas grand-chose d'intéressant. On voit que c'est le boss, on voit qu'il maîtrise la langue de bois au maximum. Et ce qu'il dit, c'est qu'il est un max content de cette sortie. En vrai, c'est ce qu'il dit en premier. euh, que ils ont fait une meilleure sortie que la PS4, donc déjà ils peuvent être que contents d'avoir fait mieux. En plus, vu les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Deuxièmement, ils sont hyper contents parce que selon eux, c'est leur chiffre, on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais c'est leur chiffre, on va leur faire confiance. 25%, donc un quart des possesseurs de PS5, une personne sur quatre qui a acheté une PS5 n'avait pas de PS4. Et ça, c'est quand même vachement surprenant vu quand même le peu de disponibilité des PS5. Et en gros, aujourd'hui, pour acheter une PS5, il faut quand même être sacrément motivé et impliqué. Du coup, c'est étonnant de voir autant de personnes impliquées pour acheter une PS5 qui n'avaient pas forcément de PS4. Mais du coup, pour eux, ça les régale parce que pour eux, ça veut dire nouveau public. Donc, ça veut dire qu'ils ont touché une cible qu'ils ne touchaient pas avant. Et pour eux, c'est que du bénéf parce que ça veut aussi dire que les anciens joueurs qui ont une PS4 vont aussi normalement à un moment passer le pas et passer à la PS5. Donc, ça veut dire aussi dans le futur d'autres consoles qui vont se vendre. Régalade infinie, pareil du coup pour l'abonnement online, ça fait des nouveaux clients, régalade infinie. Et sinon, voilà, il parle un tout petit peu du manque de disponibilité. Il dit, vous avez bien vu chez les autres, c'est pareil. Le marché des semi-conducteurs pose des problèmes dans plein de secteurs, automobile, smartphone, PC, console de jeu, machin machin. Donc voilà, il dit on a ok, on n'a pas fait mieux, mais on n'a pas fait moins bien que les autres. Tout le monde est dans la même galère que nous. Premier point. Et ensuite, il a dit on fait au mieux, on essaye d'augmenter,
on voit avec... parce qu'en gros, tout ça est fait un peu partout, notamment en Asie, et ils ont dit qu'ils faisaient au max pour mettre à disposition de plus en plus de consoles. Ils parlent notamment des stocks au Royaume-Uni en disant qu'il y avait une mise à disposition assez importante prévue au Royaume-Uni, mais ça parle pas des autres. On peut penser que si c'est prévu au Royaume-Uni, ce sera prévu un peu partout. Il n'y a pas vraiment, le Royaume-Uni n'est pas un marché privilégié par rapport aux autres, donc à voir. Mais en vrai, eux, ils se régalent. Ils se régalent, ils disent on fait au mieux et on n'a jamais vendu autant de consoles. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils sont au top. Ils sont au top, eux. Et bah, le boss, il est encore plus au top, vu que c'est le boss. La base. On continue avec la PS5 et le VR, ou l'AVR, l'AVR, pardon. Petite information, en vrai, ça va aller très vite aussi. Ils nous disent, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles versions des appareils VR compatibles PlayStation, et ça a surpris pas mal de monde. En gros, beaucoup de gens se sont dit c'est bon, ils arrêtent la VR, ça les intéresse plus, et ils arrêtent d'investir dans le développement de matériel. Ils ont dit que non. Ils ont dit non, 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 on continue bien dans la VR, on veut faire mieux. On veut faire mieux, donc on se laisse le temps de faire mieux. Et on va changer beaucoup de choses, voire quasiment tout, que ça soit le casque ou les contrôleurs. Il y a une photo des contrôleurs. Voilà, hein. On veut faire mieux et donc voilà, on peut les croire quand ils disent qu'ils veulent faire mieux. On verra ce que donnera le produit fini. Mais il y a des choses à faire sur la VR. Il y a des choses à faire. Un des principaux problèmes à la VR, c'est encore son coût. Parce que le matériel coûte cher. À noter qu'ici, il faudra potentiellement une PS5 qui coûte 500 €, plus un casque qui coûte on ne sait pas encore combien, mais c'est rarement donné, plus les jeux. Ça fait quand même un sacré investissement. On sera encore une fois pas sur un casque autonome, hein. Eux, ils ont une console qui va avec, hein. Ils vont la brancher à la console, laisser tomber. C'est sûr. Du coup, il y aura des câbles, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas la VR qui peut toujours intéresser des gens. Encore faut-il que ça soit accessible. Effectivement, s'il faut mettre 1000 € pour pouvoir avoir une expérience VR, c'est un peu compliqué. Euh, mais on y croit encore toujours très fort, vu les investissements qui sont faits et qui sont réitérés dans la tech, dans cette tech. Je sais pas. Moi, j'ai jamais été méga convaincu de la VR, mais peut-être que j'ai pas encore eu la bonne expérience, hein. C'est peut-être juste ça. On continue avec des processeurs. Après avoir parlé de cette PS5, on va s'intéresser à la 11e génération de processeurs Intel et plus précisément ce Core i7 11700. Alors c'est pas un 11700K, c'est pas un avec les coefficients débloqués tout à fond machin, mais c'est pas non plus un 11700 classique. On est sur une version ES. ES pour Engineering Sample, c'est-à-dire un prototype. Un prototype qui ne répondra pas forcément exactement aux mêmes caractéristiques que le produit final. Donc attention, attention, ça donne une image, mais clairement pas la vérité. On apprend que du coup ce prototype de i7 11e génération tourne à 4,4 GHz, ce qui est plus faible que ce qui est prévu pour le 11700K version définitive. Et on apprend aussi qu'il se retrouve
pas très loin du 5800X. Et ça promet pas mal. Ça promet pas mal. On voit ici, bon, dans la suite de la news, il y a plein de tableaux et tout, mais on va pas tout détailler. Ça va donner une bonne image. On y retrouve ici le celui qu'on parle ici. Et ici, c'est la version qui est censée être définitive. Ça reste un prototype, mais c'est la version définitive. Donc avec les fréquences qu'atteindront le i7 11700 si vous l'achetez dans le commerce. Et on voit qu'on se rapproche plutôt bien du Ryzen 7. A noter que du coup il y aura une version encore plus puissante qui aura une fréquence encore plus élevée qui sera le 11700K. Et du coup on sera franchement très proche de AMD pour une génération qui en vrai sur le papier n'était pas si intéressante que ça. Encore une fois, ici on a seulement une image sur un des outils de benchmark qui ne nous donne pas une réalité totale, mais peut-être que cette génération de processeurs Intel, on l'a sous-estimée et qu'elle sera bien plus performante qu'on ne le pense. Et si en plus elle est disponible, elle risque de très bien marcher. Donc voilà, j'ai peut-être été médisant pendant tout ce temps. On attendra tout de même d'avoir les produits finis et pas des prototypes tout de même. Parce que voilà, prototype reste un prototype. Et on a déjà vu passer des prototypes de certains modèles qui au final dépassaient très largement les capacités des modèles sortis. Donc on verra, ça promet quand même. En vrai, si ça arrive à rivaliser en termes de performance, que c'est disponible en masse, à des prix corrects, ça va être une vraie concurrence d'AMD qui a toujours des gros problèmes de production. On continue très vite en parlant de la 12e génération de processeurs Intel. Alors là, on parle dans le futur lointain. Petite news qui nous dit que, encore une fois, des prototypes traînent dans la nature et s'affichent sur les outils de benchmark. Et ici, on apprend que un certain prototype de cette 12e génération a été testé avec une carte graphique 2080, donc une très bonne carte graphique. Et en fait, petit point marrant, c'est que elle a obtenu plus de points sur un outil de benchmark que ce qu'on lui a donné quand on a fait le test de la carte. Donc en gros, il dépasse la carte graphique n'est pas assez performante pour être bridée par ce processeur. Le processeur est plus performant que la carte graphique. Et du coup, il obtient plus de points. Ce qui nous promet, encore une fois, par contre, et là ça fait longtemps que je dis, une 12e génération de processeurs Intel qui pourrait être vraiment une pépite, qui apporte potentiellement pas mal de trucs, notamment cette fameuse architecture Big Little avec des cœurs dédiés aux applicatifs gourmandes et légères. Donc ça peut aussi être un moyen d'optimiser les performances des processeurs et d'aller tirer le maximum de chaque cœur. Et aussi, pourquoi pas, de réduire drastiquement la consommation des processeurs, surtout quand ils sont sur des applicatifs légers. Donc potentiellement plein de choses qui régalent. À noter que on est déjà plus très sûr ici, on est déjà plus très sûr si sur la 12e on aura de la DDR4 ou de la DDR5. Là où AMD a presque officiellement annoncé que sur l'équivalent de ce qui sortira en même temps que la 12e génération
Intel sera normalement équipé de DDR5. J'ai envie de leur dire, ne traînez pas. Ils ont traîné pour le PCI Express 4.0. Ne traînez pas pour la DDR5, ça ferait mauvais élève. Et il n'y a pas de raison. Je vois pas pourquoi ils repousseraient. Donc si c'est dispo, allez-y. Tout le monde a envie d'avoir cette DDR5 toujours plus rapide, toujours plus performante. Surtout s'ils arrivent à avoir des prix accessibles ou au moins pas indécents. Donc voilà ce qu'on nous promet dans les années à venir ici. Q4 2021 pour la 12e et 2022-2023 pour la 13e qui s'appellerait Raptor Lake S. Incroyable ces noms de génération. En tout cas, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Malheureusement, il va falloir attendre, hein, comme tout le monde, pour savoir. Mais je suis très curieux de ces nouvelles technologies qui arriveront. Et est-ce que ça aura vraiment un impact sur les performances et sur notre expérience, en plus d'avoir un impact sur les performances? On verra bien. On continue avec de la carte graphique. Bon, comme d'hab, hein, c'est pas la joie quand on parle de carte graphique en ce moment. Mais petite rumeur sur une 3060 qui aurait seulement 6 Go de mémoire dédiée. On n'en sait pas plus, vraiment, ça c'est apparu un peu comme ça. On rappelle que la carte qui sort le 25 aura 12 Go de mémoire dédiée. Ici, on nous parle de 6, peut-être une version mini, peut-être une version low cost, on n'en sait rien. Peut-être une erreur, peut-être. Il y a assez peu de chances parce que ça commence à être récurrent quand même, les rumeurs autour de cette RTX 3060 avec seulement 6 Go. Mais on ne sait pas trop à quoi elle est destinée, à quelle gamme, à quel prix. Euh, ce qui sera disponible, je sais pas. Mais il y a moyen que ça sorte, ça peut avoir du sens si elle a un prix inférieur. Encore une fois, faire attention, le problème de multiplier les références, c'est de ne pas avoir en stock. Et ça, les problèmes de stock, c'est monnaie courante en ce moment. On continue avec la nouvelle 3090, la plus chère du marché. On est sur une carte PNY. Elle n'est même pas disponible. C'est la plus chère du marché, mais elle n'est même pas disponible. Bon, elle est incroyable, hein, j'imagine bien, pour son prix, parce qu'elle coûte 2500 euros. Oui, 2500 euros. Elle ressemble à ça. Donc en vrai, pour 2500 euros, ils se sont pas méga foulés sur le design. Voilà, c'est gratuit, mais à 2500 euros, ça peut être gratuit. Du coup, je suis allé voir et effectivement, elle est pas disponible, bien à 2500 euros. Et bah, pas disponible, mais en même temps, si on va sur les cartes graphiques, il n'y en a pas de Oh, si, autant pour moi, il y a des cartes graphiques de disponibles assez incroyables, foncées, elles sont chères, mais elles sont disponibles. Vous avez une 5500 XT, une 3070 à 900 euros, aïe aïe aïe, et c'est tout. Je crois qu'il y avait la 1650, mais en fait non. Dommage, mais 900 euros quand même, 3070. Toujours moins cher que cette carte à 2500 euros. Honnêtement, je ne peux pas vous la conseiller, hein. Clairement, c'est déjà que les 3090 sont très chers, mais là, 2500 euros, de qui on se moque. D'où on peut justifier un tel prix? Est-ce qu'elle est livrée avec son majordome pour ce prix? Je ne pense pas, donc ça ne vaut pas ce prix. Non, s'il vous plaît. Là, il y a des fois où ils mettent des écrans, des trucs de ouf. Là, non. Non, il n'y a même pas eu d'effort pour dire, même pas un petit diamant sur le côté pour justifier les 2500 euros, quoi. Non, je suis désolé. On finit avec la petite news insolite. Vous avez peut-être suivi la BlizzCon, enfin en tout cas la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon 2021, qui a été retransmise sur Twitch, sur la chaîne Twitch de Twitch.
je sais pas si vous arrivez à me suivre jusque-là, mais en gros, sur la plateforme Twitch, il y a une chaîne qui appartient à Twitch. Et ils ont retransmis la BlizzCon avec j'imagine, l'accord de, de Blizzard. Et pour clôturer la cérémonie d'ouverture, vous arrivez toujours à me suivre, clôturer la cérémonie d'ouverture, il y avait un petit concert de Metallica qui était ancien, qui avait déjà été fait. Et en fait, sur la chaîne Twitch de Twitch, ça a été censuré par peur d'être striké en DMCA. Alors attendez, vous allez voir, c'est assez incroyable. C'est vraiment... Toi, va-t'en. J'espère que je vais pas me faire strike, mais... Jusque-là, ça va. Voilà, après, on avait ça. Et non, c'est pas la musique... pas la bonne musique, non. Donc voilà, ils sont auto-censurés sur leur propre plateforme, pardon. J'en perds mes mots. Par peur d'être striké pour atteinte aux droits d'auteur. Donc voilà, hein, quand on dit que les DMCA sont un vrai problème sur Twitch, c'est pas un mensonge, hein. Même Twitch ne sait pas comment résoudre les problèmes pour eux-mêmes. Donc vous imaginez bien que ils ont mis une petite musique libre de droit qui ne poserait aucun problème pour les DMCA. Mais c'est quand même assez incroyable de se dire que voilà, hein, même eux, ils savent pas comment faire en fait. C'est ça le problème. Même eux, ils savent pas comment faire. Parce que je suis désolé, mais Twitch peut se permettre de payer des droits. Et même plein de gens sur Twitch peuvent se permettre de payer des droits. Juste, on peut pas. C'est quand même un vrai problème. En tout cas, ça m'a fait bien rire. C'était un régal de montrer. Quand j'ai vu ça, j'en suis resté bouche bée. Et voilà, ça clôture notre point actu hardware du jour. Plutôt sympa, des news plutôt intéressantes. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours. Et voilà, merci d'avoir regardé. Je passe toujours un très bon moment avec vous. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité hardware et des news toujours plus croustillantes.